L'idée de cette discussion était d'aborder avec vous d'une façon assez high level l'usage et la place de la data au sein d'une entreprise au sens large, d'une start-up qui a la possibilité de faire des choses un peu state of the art by design sans gérer trop de legacy, et puis jusqu'au grand groupe qui doit composer avec des actifs des années passées et se transformer. Donc, à quoi sert la data? De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, la data, c'est un ensemble d'informations, de données qui peuvent être structurées, non structurées, internes, externes. Il y a des fournisseurs de données tierces, quantitatives, qualitatives et j'en passe. Et ces données-là sont généralement collectées au fur et à mesure de l'avancement de la chaîne de valeur dans une entreprise, dans un grand groupe. Dans quel objectif? Eh bien, généralement, c'est la production des reportings, le b.a.-ba historique, qui est généralement assez bien rodé un peu partout, des analyses un peu plus poussées sur l'historique, un monitoring un peu plus insight-driven, où on leverage des données un peu plus complexes de sources différentes pour avoir une vue à l'instant T en temps réel sur une des business units ou sur une des lignes produits ou sur un des produits même. Des analyses prédictives et des analyses un peu plus prescriptives. Et là, on rentre déjà dans le champ des cas d'usage d'intelligence artificielle qu'on pourra aussi mentionner par la suite. Voilà, donc le tout, à quoi sert la data? Eh bien, elle sert à prendre les meilleures décisions à travers la chaîne de valeur et aussi au plus haut niveau stratégique de la boîte, à tel point qu'aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, on parle dans le jargon de consultants de data-driven company. Eh bien, cette data-driven company, ce n'est rien d'autre qu'une entreprise, qu'elle soit récente de type grosse start-up, scale-up ou un GAFAM, ou alors un acteur historique qui place la data au cœur de son système névralgique et en fait un actif stratégique avec une gouvernance spéciale dédiée et qui devient un vrai vecteur de prise de décision aussi bien stratégique, dans quelle direction business est-ce qu'on va aller, quelle ligne de produit on va arrêter, poursuivre, approfondir, fine-tuner, pivoter, comment est-ce qu'on doit redimensionner et réorganiser notre organisation pour être en mesure de réaliser notre vision stratégique et nos objectifs, donc les fameux OKR, pour ceux qui connaissent. Voilà, et là, on parle de gros programmes de transfo qui ont pour vocation d'éclater les silos et d'aller dans la direction de Spotify Way ou de programmes SAFE, dont vous avez aussi entendu parler, où l'organisation est structurée autour de features ou de produits ou de personas ou d'objectifs un peu transverses. Voilà, et tout ça nous permet d'avoir une vue à 360 en temps réel sur ce qui se passe au sein d'une entreprise, aussi bien un côté client externe que côté client interne, tout simplement pour être en mesure de prendre des décisions assez rapidement en connectant à votre intranet pour regarder telle ou telle data, taper dans une base de données centralisée, mettre en perspective des données diverses et puis être en mesure de nourrir votre réflexion de données un peu plus bulletproof que des intuitions ou des stats qu'on peut trouver sur Internet ou dans des cabinets de conseil un peu sexy. Voilà. Et le clé de voûte aussi de ce type d'organisation, c'est de donner davantage d'autonomie dans la prise de décision et dans le pilotage des projets aux équipes. Et ça passe forcément par une transformation culturelle assez profonde et conséquente qui vise
à ouvrir le champ des possibles à l'expérimentation, à l'exploration, au fameux test and learn, fail fast. Voilà, et ça place surtout la data en tant qu'un des piliers fondamentaux de tout projet, quoi. Voilà, et tout ceci, aussi bien le changement orga que culturel, que technologique, bah, permet à ces entreprises-là de devenir, in fine, plus agiles, plus réactives, parce que les décisions peuvent se prendre en temps réel et non pas au bout d'un an de galère. Et aussi, ils sont capables de leverager la data et l'ensemble de la stack technique moderne qui va avec, donc orienté service, API first, cloud, pour être capable d'implémenter des technos plus innovantes et plus sexy comme l'IA, la blockchain, voilà, et plein d'autres trucs sympas qui permettent d'accélérer, de créer plus de valeur et d'être plus performant au global. Et Savignan nous parlera de la façon maintenant qu'il leverage la data dans une startup. Ok, bah écoute, je prends la main du coup Katrina. Merci pour ces explications. Alors déjà, salut à tous. Je vais peut-être vous expliquer ce qu'on fait chez Partout avant de vous expliquer comment on utilise la data pour que vous ayez un peu de contexte. Donc Partout, nous, on développe, enfin on est un SaaS B2B. Notre objectif, c'est d'aider les commerçants à augmenter leur chiffre d'affaires via Internet. Donc pour faire ça, en fait, on développe une plateforme qui est composée de 3 produits. Un premier produit en fait qui permet donc aux grandes enseignes, aux petits commerçants de centraliser leurs informations d'établissement, donc ça peut être les adresses, horaires, photos, etc., et les diffuser sur un ensemble d'annuaires et de GPS en ligne, Google My Business, Facebook, Waze, etc. Ensuite, on développe un produit pour centraliser et répondre à des avis clients, et un dernier produit pour augmenter le nombre d'avis reçus par les magasins. Donc en fait, la data, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourra en parler des heures. Moi, dans cette slide, j'ai voulu me focaliser du coup sur 3 points uniquement parce que c'est ceux qui me paraissent les plus essentiels. Mais vous en doutez, la data, en fait, elle peut avoir des centaines, des milliers d'usages. Donc déjà, moi, chez Partout, je représente l'équipe produit. L'équipe produit, son objectif, c'est de déceler les problèmes que rencontrent nos utilisateurs. Donc, quand on parle d'utilisateurs, ça peut être des personnes en interne, donc c'est les différentes équipes chez Partout, mais également en externe, donc les clients ou les clients de nos clients. Et donc, le but de déceler les problèmes, c'est de pouvoir leur proposer des solutions et, si possible, les meilleures solutions. Donc, la data, elle va nous aider dans ce sens parce qu'en fait, en l'analysant, on va pouvoir déceler certains points, certains usages qui peuvent être problématiques. Donc, par exemple, en fait, moi, je me souviens qu'on avait trouvé que certaines données d'établissement qui étaient dans notre base de données, elles n'avaient pas été remplies correctement par des utilisateurs ou n'avaient pas été remplies du tout, ce qui créait, du coup, en contrepartie, des problèmes de diffusion de ces données sur les différents sites partenaires. Et donc, en fait, le fait de pouvoir analyser la donnée, ça nous a aidé à déceler facilement ce problème-là, alors que si on n'avait pas procédé à cette étude, on aurait pu mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours à trouver les problèmes. Donc moi, je dirais que la data, en plus de servir du coup à répondre à des problèmes, elle va nous aider aussi à gagner du temps pour pouvoir les résoudre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la data, chez nous, elle nous sert à valider ou à invalider des hypothèses. Donc, je pense qu'on a la fâcheuse tendance côté produit ou même dans l'entreprise en général de penser qu'on sait comment notre application est utilisée par nos utilisateurs parce que c'est nous qui avons développé la plateforme. Mais en fait, en réalité, vous en doutez, c'est complètement faux. On n'est pas les utilisateurs finaux. Si on regarde les différents usages et si on analyse la donnée, en fait, on va se rendre compte qu'on a pas mal d'utilisateurs, soit qui utilisent mal notre plateforme, soit qui va en détourner l'usage. Donc, en fait, c'est pas plus mal parce que nous, ça va nous permettre aussi de faire évoluer la plateforme et de découvrir de nouvelles choses. Mais l'analyse de la donnée, nous permet de voir ça. Ensuite, l'analyse de l'usage, ça va aussi nous permettre de mieux comprendre comment notre application est utilisée, mais comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer cet usage et vérifier nos hypothèses. Et lorsque je dis qu'on va vérifier des hypothèses ou valider des hypothèses, ça peut se faire avant de développer une fonctionnalité
ou même après que celle-ci ait été développée, parce que la data, en fait, elle peut s'analyser de bout en bout. Là, pareil, si je prends un exemple, en fait, chez Partout, souvent non, à chaque fois même, que l'on développe une nouvelle fonctionnalité, on va faire des prototypes sur Figma. Ces prototypes, ensuite, on va les mettre sur un outil qui s'appelle qui s'appelle Maze, qui va nous permettre, en fait, de faire des tests utilisateurs. Et ces tests utilisateurs, ils vont nous permettre de récupérer de la donnée d'usage sur les prototypes. Et ça va nous permettre, derrière, d'analyser cette donnée pour pouvoir améliorer nos parcours clients et du coup, améliorer l'expérience de notre application au final. Donc, en fait, là, on n'est même pas sur de la donnée qui est tirée de l'usage de notre application. On est même en amont de ça sur la définition de solutions pour résoudre des problèmes pour des utilisateurs. Et donc, enfin, le dernier point que j'ai mis dans cette présentation, c'est prendre des décisions. La data, elle nous aide à prendre des décisions. Lorsqu'on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous, c'est souvent le cas lorsque on a un problème qui est en face de nous, en fait, il va falloir trancher. Et donc, je pense que tout le monde le sait, quand on prend une décision, en fait, on va faire des heureux, mais on va aussi faire des déçus. Et l'analyse des données, ça va aider à limiter ce risque, mais surtout, ça va nous permettre, à nous qui l'analysons, de pouvoir expliquer le choix ou les choix qu'on fait pour assumer ces décisions-là auprès des personnes. Et donc, chez Partout, je pense que pendant longtemps, je dirais même trop longtemps, en fait, on a sous-estimé la puissance des données, en tout cas, la puissance des données pour la prise de décision. Et je pense que c'était une erreur de notre part. Donc, on a pas mal changé de mentalité là-dessus. Enfin, je dirais même qu'on a complètement changé de mentalité là-dessus. On fait beaucoup d'efforts sur le sujet. On va y revenir un peu plus tard, mais on a mis en place certains process qui nous permettent d'améliorer nos processus de décision, nos prises de décision. Et donc, je voulais juste mentionner quelque chose, du coup, avant de passer à la suite. C'est que après avoir dit tout ça, en fait, on a l'impression que la data, c'est un peu la recette miracle à tous les problèmes, mais en fait, c'est vraiment pas le cas. Je pense que tout est sujet à interprétation avec la donnée. On peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres, on peut totalement mal interpréter des données. Donc, il faut faire attention à ce biais et toujours l'avoir en tête, en fait, avant chaque prise de décision. Je passe à la slide suivante. Voilà. Alors, quel est le rôle de la data? Alors, j'ai un peu empiété quand même sur le sujet juste avant, mais en fait, je pense que la data, chez Partout en tout cas, elle joue un rôle majeur dans notre croissance. Donc, juste pour info, avant le Covid, donc en mars 2020, on était 70 dans l'entreprise et aujourd'hui, on est à peu près 200 et on prévoit d'être 300 d'ici la fin de l'année. Donc, vous imaginez bien que le nombre de clients a augmenté, l'usage de notre application a augmenté, les enjeux de l'entreprise et de chacune des équipes et de la data ont évolué en conséquence. Et donc, je pense que l'objectif principal, le rôle principal de la data, ça va être de nous aider. Ça va nous aider dans l'équipe produit pour prendre des décisions très produits, pour rencontrer nos utilisateurs, mieux définir des parcours utilisateurs, améliorer l'UX, etc. Ça va aussi aider Partout, en général, à croître. Et ça va aussi aider, et surtout, ça va aider nos clients parce que ça va nous aider à nous à améliorer leur expérience, mais ça va aussi nous permettre de pouvoir les conseiller sur certains aspects de leur business en analysant leurs propres données sur notre plateforme. Donc, je vous le disais juste avant, la data, elle nous aide à prendre des meilleures décisions et elle nous aide aussi à justifier nos choix. Donc là, j'ai marqué, désolé pour la slide, je suis pas très visuel dessus, mais j'ai cité 3 points. Le premier, c'est la fiabilité. Donc, j'ai marqué fiabilité, mais c'est pas un rôle de la data en soi, mais c'est plutôt une nécessité. Je dirais même que c'est un prérequis. Donc, lorsqu'on analyse les données, en analysant les bonnes données, qu'on est sûr de la fiabilité de celle-ci, en fait, c'est plus facile pour nous de justifier nos choix. Lorsqu'on est sûr des chiffres que l'on avance, en fait, c'est plus simple pour nous de faire passer des messages à d'autres équipes. Et en plus de ça, la fiabilité des données, ça nous permet donc de plus facilement communiquer, mais en tout cas de mieux communiquer. Et je pense que c'est une étape qui est très importante parce que si on l'a en tête, en fait, tout devrait bien se passer. En revanche, si on fait des bêtises, c'est difficile en fait d'en assumer les conséquences parce que ça peut être catastrophique pour une entreprise de se baser sur des mauvaises données, que ce soit en termes de décision ou de communication. Et c'est je pense que c'est très difficile de revenir en arrière derrière une fois l'erreur commise. Donc la fiabilité, c'est pas vraiment un rôle de la data, mais je pense que c'est important de le rappeler, qu'il est important de se baser sur des données fiables.
Et si je l'avais mis dans la presse, c'est qu'en fait, notre rôle, nous, donc c'est pas le rôle de la data, mais c'est plus le rôle côté produit, c'est de s'assurer de la fiabilité des données que l'on avance et sur lesquelles on va se baser pour faire nos recherches. Ensuite, pour moi, le rôle de la donnée, c'est apporter de l'intelligence. Il y a de plus en plus d'entreprises, et notamment des startups, et c'est le cas de partout, qui prennent conscience que l'analyse de la data, elle est en tout cas à l'heure actuelle, mais elle le sera stratégique pour le futur. Et donc, chez Partout et comme ailleurs, on a beaucoup de sources de données. On a de plus en plus de données dans nos bases parce qu'on a de plus en plus de clients, de plus en plus d'utilisateurs qui se connectent pour remplir des données d'établissement. Vous doutez bien que ça ne va pas s'arranger dans le futur, mais c'est une bonne chose. Et donc, le fait de pouvoir croiser les données qui viennent de notre application ou des différents outils que l'on utilise pour nos différents process, ça va nous permettre d'acquérir une certaine intelligence. Cette intelligence, derrière, on va l'utiliser pour la retranscrire et pour l'interpréter ou la faire interpréter par des personnes. Donc, on va faire ça sur des dashboards qui vont être à destination de nos équipes en interne, mais également de nos clients qui nous en demandent toujours plus. Au début, on avait 1 à 2 demandes de dashboard, je sais pas, par semaine, par mois. Maintenant, on en a quasiment 1 à 2 par jour. Mais une fois de plus, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'on va dans la bonne direction. Donc, nous, on utilise beaucoup de dashboards. Quelques exemples, en fait, on peut avoir des dashboards pour suivre les bugs que l'on a en temps réel, suivre leur résolution, etc. Le nombre de feedbacks que l'on reçoit des clients, le nombre de tags qui remontent, le nombre d'utilisateurs connectés, les fonctionnalités les plus ou moins utilisées. En fait, tout ça, en fait, ça crée de l'intelligence et ça nous aide dans nos prises de décision, notamment pour la roadmap, etc. Donc, l'objectif aussi de gagner en intelligence, c'est de déceler des opportunités business que l'on n'avait pas forcément imaginées au préalable. Donc, ces opportunités business, elles vont nous permettre, vont nous permettre de mieux développer des fonctionnalités ou en tout cas de déceler de nouvelles fonctionnalités à développer. Elles vont aussi avoir une incidence sur le business model que l'on va pouvoir adopter, etc. Enfin, il y a plein de cas d'usage différents qui vont être issus de la data. Et en gros, nous, on base énormément notre user research sur l'exploitation des données chez Partout. Et pour être tout à fait transparent, on le fait déjà pas mal. On a beaucoup progressé là-dessus. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour mieux le faire, mais on va dans la bonne direction et je dirais qu'on n'en est encore qu'au début parce que avec l'évolution du nombre de données, on va avoir de plus en plus de choses à chercher dans le futur. Et enfin, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est le gain en crédibilité. Moi, un des enjeux et un constat que j'ai fait en rejoignant Partout, c'était de faire en sorte que l'équipe produit gagne en crédibilité vis-à-vis des autres équipes dans l'entreprise. Donc, évidemment, pour faire ça, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, mais il y en a un qui est un gros facteur, c'est celui de la donnée. Pendant longtemps, en fait, chez Partout, nous, on se fiait à nos hypothèses que l'on avait, mais on se rendait compte qu'il était difficile d'argumenter nos choix ou de justifier nos décisions auprès des autres personnes. Donc finalement, en fait, les gens remettaient très souvent en question les décisions que l'on prenait et nous, on n'avait pas d'armes, on va dire, pour les justifier ou pour les argumenter. Et donc, le fait d'utiliser la data pour expliquer nos choix et pour valider nos décisions, ça nous aide en quelque sorte à gagner en crédibilité parce que la data, elle va nous servir de support pour chacune des décisions que l'on prend. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on avait peu cette culture data et le fait de l'avoir instauré petit à petit dans l'entreprise, mais en fait, ça a aussi ouvert les yeux aux gens sur l'importance de la donnée et les gens ont de plus en plus de fortes attentes sur cette data. Quand je dis les gens, c'est les gens en interne, mais également nos clients. Ils nous en demandent toujours plus, des analyses toujours plus poussées. Et donc, nous, ça nous aide aussi dans notre transformation. Je te laisse prendre la suite, Katrina. Attends, t'es mutée. Merci, pardon. Merci beaucoup pour cette overview très détaillée de la manière dont vous utilisez la data chez vous et de toutes les opportunités que vous avez déjà identifiées pour les mois et les années à venir. J'espère que c'est plutôt des mois que des années. J'espère aussi. Dans les grands groupes, l'histoire est à la fois très similaire et très différente parce qu'il s'agit de composer avec le fameux terme barbare de legacy.
Donc, la legacy en termes d'infrastructure de données, parfois, si c'est juste une seule base de données qui loge quelque part dans le département IT, plus ou moins digitalisé, ça va. Mais s'il s'agit d'un groupe qui s'est construit par acquisition, là, il s'agit de bases de données multiples avec des taxonomies diverses et variées. Et, euh, et, et jouer avec la data dans ce type de contexte devient un énorme challenge à tous les niveaux. Et ce que j'ai pu observer dans les cas clients ou dans les études de cas que j'ai pu lire au fur et à mesure de mes recherches, c'est que j'ai l'impression que la clé de voûte d'une transformation data réussie, c'est une définition et une impulsion très claire et très forte de la part du leadership et du niveau COMEX et du board. Donc, qui consiste à définir une vision très claire. Voilà, d'ici 3 ans, nous sommes une data-driven compagnie qui sert mieux les clients, qui explore de nouveaux territoires, etc. Mais une vision très, très claire et clairement communiquée à l'ensemble des stakeholders et aussi à l'ensemble de la ligne hiérarchique d'une boîte pour que tout le monde soit informé que voilà, la data, ce n'est plus du tout une terminologie à la Silicon Valley qu'on entend par-ci par-là, mais ça va devenir quelque chose qu'on utilisera au quotidien. Et pour faciliter bah, l'expérimentation et l'acculturation, il n'y a rien de mieux que de définir des cas d'usage prioritaires qui sont suffisamment réalistes et suffisamment impactants et des espèces de quick wins qui ne soient pas des projets pharaoniques complètement casse-gueule, mais des petits POC sympas sur des données dont on est sûr d'avoir et l'accès et la qualité suffisante, voilà, et un besoin client en face qu'on pourra résoudre en leverageant ces données qui sont accessibles. Et ça permet de faire une démonstration d'un petit succès au sein de l'entreprise et puis de le faire grandir d'une façon itérative et progressive et le décliner et le scaler sur d'autres verticales, sur d'autres régions. Ça va de pair ensuite avec une exploration et une collecte de données assez structurée. Donc, lorsqu'on démarre, il ne s'agit pas de lancer un chantier pharaonique sur 2 ans pour mapper l'exhaustivité des données, mais toujours en partant de cas d'usage précis et aussi de la vision stratégique à court terme, de détacher quelques ETP pour faire ce vaste chantier qui doit être fait en parfaite cohérence avec donc, comme je disais, la vision stratégique, les priorités à court terme et inscrit dans une gouvernance des données précises qui se repose sur une définition de nouveaux rôles autour de la data. Donc, on parle de Chief Data Officer, de Data Steward, de Data Owner, voilà, de comités de pilotage dédiés aux projets data qui sont éparpillés à travers votre chaîne de valeur ou à travers vos squads ou chapters en fonction de l'organisation de votre société. Et avec des instances de gouvernance régulières qui visent à intégrer un des data people dans quasiment tout copil ou costrate pour que la vision data soit toujours présente dans les décisions de pilotage, de lancement ou de réorientation ou même de vie d'un projet. Il faut que la data soit vraiment à tous les échelons de décision et aussi évangélisée par la force des choses. Parce que quand dans tous les copiles, on vous parle de data, ça finit par rentrer en quelque sorte. Catherine, ensuite, si je peux te couper juste une seconde, c'est juste il y a juste Claire et Julien qui nous disent dans le chat d'avoir un tout petit peu moins de jargon, ou alors dans ce cas-là de pouvoir expliquer certains mots qui peuvent être un petit peu complexes à comprendre parce qu'on n'utilise pas tous le même vocabulaire. Donc s'il y a certains moments, non mais voilà, je te laisse faire ta présentation, mais
Mais voilà, si à certains moments, quand tu sens que le vocabulaire commence à être compliqué, si tu peux expliquer un petit peu au fur et à mesure, je pense que ça sera bien. D'accord, bon, je suis désolée, je passe pour la caricature du consultant qui s'exprime dans un métalangage, comme dans les bons sketchs. Bon, bah, du coup, quels sont Ok, bah, je vais essayer de faire au plus simple. Du coup, ensuite, on essaie de construire les actifs technologiques, à savoir une plateforme tech qui permette d'utiliser les données d'une façon suffisamment agile, dynamique et efficace. Donc là, on peut parler de technologie de cloud, mais je ne suis pas expert du sujet, donc je ne pourrais pas vous en parler plus en détail. On parle de microservices et d'API. Voilà, qui nous permettent d'explorer de différentes bases de données, que ce soit internes ou externes, pour construire des cas d'usage d'une façon plus agile et plus rapide. Et le deuxième vaste chantier, c'est de construire les modèles analytiques si la maturité de l'entreprise est suffisante pour aller dans la direction de la data science et de l'IA. Et là aussi, il peut y avoir deux cas de figure. La première, on fait les choses en interne, donc on constitue une équipe data qui construit les algorithmes et qui a la maîtrise donc, au sein de l'entreprise de ces actifs-là algorithmiques. Soit on fait appel aux prestataires externes ou même aux concours d'IA de type Kaggle pour développer ses compétences en externe, parce que recruter une équipe de data scientists, c'est énorme en termes de budget et en termes aussi de ressources initiales pour lancer ce type de sujet. Et voilà, faire des partenariats, par exemple, avec des experts de la tech peut être une très bonne solution. Par exemple, le groupe Crédit Mutuel a mis en place un partenariat avec IBM pour, en joint venture, monter leur data factory, leur IA factory et leur permettre de développer des assets d'une façon beaucoup plus rapide et aussi de passer la main en termes de compétences progressivement aux équipes internes. Et c'est une solution formidable. Mais bon, il faut quand même suffisamment de budget et un grand nombre de cas d'usage voilà, pour pouvoir aller dans cette direction. Et enfin, le socle de tous ces efforts, c'est le développement des talents internes quand même, et de nouveaux modes de travail autour de la data qui permettent non seulement de bien comprendre à l'ensemble des collaborateurs c'est quoi la data, pourquoi est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce que ça va t'aider dans ton travail au quotidien, comment est-ce que ça va nous aider à mieux servir le client et à démystifier et décomplexer en quelque sorte cette terminologie-là et se mettre vraiment dans une posture de data au service des équipes plutôt que data comme fardeau, un nouveau gadget qu'il faut gérer parce que c'est à la mode. Voilà, et aussi, tout ça va de pair avec évidemment des modifications de type organisationnel de la boîte. Donc, on sort des silos classiques, marketing d'un côté, sales d'un autre côté, production, distribution. Donc, on explose tous ces silos-là pour permettre à la data de circuler d'une façon plus fluide en fonction des cas d'usage et ça va de pair avec l'éclatement des hiérarchies classiques, une stratégie RH qui doit être adaptée et, voilà, même des métriques de performance au sein des équipes qui peuvent potentiellement intégrer plus de KPI liés à la performance data plus aux indicateurs de performance traditionnels de type combien de nouveaux clients tu as apporté dans l'année.
Voilà, je ne sais pas si j'ai été un peu moins charabia. Bah, en tout cas, moi j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport à la data au service de l'entreprise parce que c'est un peu ce que je vais expliquer juste après. Je trouve que Ah, mais super. c'est typiquement dans le thème. Je prends la suite du coup. Oui, je t'en prie. Du coup, on va plus parler sur l'utilisation de la donnée. Donc, moi, je vous le disais tout à l'heure, pendant très longtemps, on a sous-estimé, en tout cas chez Partout, le rôle de la data. Au fur et à mesure des années, en fait, on a de plus en plus de personnes qui ont rejoint la boîte, on a eu plus de clients, des nouveaux outils, des nouveaux process, etc. Donc, tous ces facteurs, ils font que l'équipe produit elle reçoit de plus en plus de demandes d'export de données parce que on commence à avoir des demandes d'équipes en interne qui souhaitent faire leur propre dashboard avec des données que l'on sort, etc. On a de plus en plus de demandes de création de dashboard internes ou externes. Et du coup, c'est ce que tu disais, Katrina, c'est qu'il faut que la data soit au service de l'entreprise et au service des différentes équipes qui composent l'entreprise. Donc nous, pour pouvoir répondre à ça, en fait, on a créé un pôle qui s'appelle le pôle Product Data, qui est au sein de l'équipe produit. Et pour composer ce pôle, on a commencé par le recrutement d'un premier data analyst. Julien, alors j'ai vu qu'il était dans les participants. Donc lui, son rôle, c'est de répondre du coup à toutes les demandes qui interviennent. Donc les demandes de dashboard, les demandes d'export de données, etc. Et vu que l'on grossit, on a de plus en plus de demandes. Et donc, c'est difficile pour lui de tenir la charge. Donc, en fait, on doit faire évoluer notre process. On est en plein dedans. Donc, en fait, pour vous expliquer ça, avant de revenir sur quelque chose plus concret en termes d'utilisation de la donnée, je vais vous parler un peu plus de structuration de ce que l'on est en train de mettre en place et ce que l'on va mettre en place pour le futur pour mieux utiliser la donnée et toujours la rendre au service de l'entreprise. Donc, pour ce qu'elle est, actuellement, nous, on concentre nos efforts sur le recrutement d'une ou d'un data engineer dont le rôle, ça va être de créer ce qu'on appelle une data warehouse. Donc là, je vous l'ai représenté sur la slide. Donc en fait, une data warehouse, c'est une énorme base de données qui va comprendre les données et de notre application, mais également de tous les outils que l'on utilise chez Partout. Si vous utilisez, j'en sais rien, Salesforce, Jira pour la gestion de projet, etc., en fait, en plus de vos données d'usage de votre app, vous allez aussi intégrer dans cette base de données toutes ces données de Salesforce, de Jira, etc. Et donc, derrière, vous allez pouvoir croiser des données de différentes sources et donc pouvoir toujours tirer des analytics plus poussés en fonction de vos besoins. Donc ensuite, une fois que l'on aura développé, une fois que l'on aura sorti cette data warehouse, on viendra brancher nos outils d'analytics dessus pour pouvoir faire les dashboards en croisant les données. Actuellement, nous, on utilise pas mal Google Data Studio pour faire nos dashboards parce que c'est intuitif pour les équipes qui l'utilisent. Mais là, on a souscrit il n'y a pas longtemps à Tableau pour des analyses plus poussées dans l'équipe produit. Pour l'instant, on branche tout ça directement sur des exports de données que l'on fait de manière régulière. C'est pas du live ou pas tout à fait du live. Ça le sera le jour où on aura cette data warehouse. Donc, l'objectif finalement principal d'avoir cette data warehouse, ça va être d'aider dans un premier temps notre data analyst pour qu'en fait, lui n'ait plus à faire les dashboards pour les personnes, mais que les personnes soient autonomes. Tu le disais aussi tout à l'heure, Katrina, plus d'autonomie. Et donc, en fait, ça va y participer. Et on pourrait même penser qu'à terme, on pourrait directement donner accès à nos clients à leurs propres données via des connecteurs. Enfin, la solution est à définir, mais en fait, ils pourraient eux-mêmes potentiellement faire leur propre dashboard. On a certains clients qui sont demandeurs de ça. Certains préfèrent qu'on leur donne des dashboards déjà tout prêts, clés en main. Ça dépend vraiment des goûts et des couleurs, on va dire. Donc, dans tous les cas, en fait, l'objectif, c'est de donner plus d'autonomie aux personnes, qu'elles soient internes ou externes. Donc, je disais, ce sera bénéfique pour tout le monde. La charge, elle sera répartie. Les personnes seront plus autonomes. Notre data analyst, lui, pourra plus se concentrer sur des études de données produits, plus de user research, parce que c'est l'objectif final. Ensuite, donc ça, c'était pour le futur. C'est un futur qui est quand même assez proche parce qu'on avance beaucoup sur ce sujet-là, mais tout n'est pas finalisé. Donc là, ensuite, je voulais vous parler de ce qui se passe actuellement et plutôt dans l'équipe produit. Comment on utilise la donnée. La première chose, c'est qu'en fait, la donnée, elle va nous servir à définir des meilleures solutions aux problèmes qui sont rencontrés par nos utilisateurs. Donc ça, c'est l'usage principal que l'on fait de la data.
Ça va nous aider, par exemple, à définir la roadmap. Pour faire ça, on va analyser tous les feedbacks qui nous sont laissés par nos utilisateurs. On va regarder le chiffre d'affaires, on va corréler les données, on va croiser les données pour arriver à mieux prioriser. Ensuite, la deuxième chose, ça va être traquer l'usage qui est fait dans notre application. Tout ça, c'est, je vous le disais tout à l'heure, dans l'objectif, dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur pour que celle-ci soit optimale. Il y a une des caractéristiques de partout, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres business, et c'est surtout ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est qu'en fait, on développe une application qui est très simple et très intuitive, mais qui réalise des tâches complexes. C'est-à-dire que concrètement, nous, sur notre application, il y a un front sur lequel on a un certain nombre de champs, on les remplit, on valide, on diffuse ces informations sur un certain nombre de sites partenaires. Mais en fait, dans les faits, c'est assez complexe à faire parce qu'il y a beaucoup de règles de gestion qui sont différentes selon les sites. On travaille avec des API assez complexes qui sont toutes différentes. Et donc, en fait, nous, on ne montre jamais cette partie immergée de l'iceberg à nos clients parce qu'on développe quelque chose de très intuitif pour eux. Ensuite, la data, elle va nous servir, enfin, elle est utilisée chez nous pour définir et pour traquer des objectifs. Donc, par exemple, quand on développe des fonctionnalités, on va définir, avant de développer la fonctionnalité, un certain nombre d'objectifs de KPIs à atteindre et on va traquer ça au jour le jour, après quelques semaines, après plusieurs mois, et on validera si le développement de la fonctionnalité, c'est un succès ou si c'est un échec. Si on atteint les KPI, c'est un succès. Dans ce cas-là, tout se passe bien. Tout se passe bien à condition d'avoir bien défini les objectifs valables au début. Mais en revanche, si on n'atteint pas nos objectifs, dans ce cas-là, c'est un échec. Et donc, la donnée, on va l'analyser pour pouvoir soit revoir l'objectif parce qu'il était peut-être trop ambitieux à ce moment-là, etc. Soit on va itérer sur la fonctionnalité par rapport à cette donnée-là. Ou sinon, on va décider de retirer tout simplement la fonctionnalité parce qu'on s'est trompé dans l'analyse de nos données dans notre user research initial. Et enfin, le dernier point, c'est mieux communiquer en avançant des chiffres. Donc ça va aussi avec l'aspect fiabilité que je vous citais tout à l'heure. On a fait pas mal d'efforts sur la communication, je dirais, ces 2-3 dernières années chez Partout. On utilise beaucoup de données pour montrer les différentes évolutions de l'entreprise, de notre business, des fonctionnalités au travers de nos communications. Et donc, la donnée nous aide et on le voit dans nos publications. Elles ont beaucoup plus d'impact maintenant que dans le passé. Et donc, pour vous résumer un peu l'aspect utilisation de la donnée, parce que je vais parler de l'architecture actuelle, future, et ensuite des quelques cas d'utilisation que l'on a de la donnée chez Partout. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est les principaux. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train d'accélérer sur le sujet. On en a pris conscience. Je pense qu'on va apprendre énormément de choses dans les mois, dans les années à venir en utilisant cette donnée. On fait de la user research, on pourrait en faire mieux ou en tout cas de manière plus efficace et c'est quelque chose que l'on souhaite faire. Mais finalement, la data, c'est un sujet qui est assez nouveau chez Partout. On a des grosses ambitions, des grosses attentes dessus, mais il va falloir aussi être patient. Déjà, le fait d'instaurer cette data warehouse, ça va nous aider dans les mois à venir. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de suivre ça et je pense que la data, ça va nous aider à prendre de meilleures décisions, à avoir plus d'impact dans le futur et c'est tout ce que j'attends de ça. Je te laisse la main, Katrina. Merci. Et donc, revenons au jargon. Merci beaucoup, Céline, pour cette explication aussi très claire et très axée sur les cas d'usage précis. Once again, je reviens à des choses un peu plus générales de type framework qui peuvent quand même potentiellement aider les consultants qui travaillent dans des grands projets, soit à réorienter ces projets, soit à mieux naviguer au sein des différents processus en ayant une vue un peu plus high level sur l'ensemble du programme de transfo qui est en cours. Donc là, l'idée, c'est de partager avec vous la façon dont des projets data sont implémentés d'une façon un peu plus précise en quelque sorte. Donc, une fois de plus, j'ai vu que dans les chats, il y avait des questions relatives au comment passer de l'analytics vers Insight et vers la stratégie. Là, on est plus dans une démarche bottom-up.
donc de cas d'usage vers la stratégie. Et dans mon expérience, j'ai pas encore vu de boîtes ou de projets qui soient suffisamment ancrés sur l'écoute des petits projets pour en impacter la stratégie. Et c'est plutôt dans l'autre sens que les initiatives viennent et s'implémentent avec plus d'audace et de moyens. Donc, décision stratégique vraiment high level avec une définition très claire des objectifs et des résultats ciblés à atteindre par les initiatives et par les projets d'une manière générale. Donc, premier pas vraiment pénible mais nécessaire et ô combien structurant, c'est de mapper et de qualifier les données dont on dispose à l'intérieur. Dans certains cas, je l'ai déjà dit, ça peut être relativement simple. En 2 mois, c'est fait. Dans d'autres cas, s'il s'agit de lignes de produits nombreuses et d'acquisitions multiples de boîtes au fur et à mesure de la vie d'une entreprise, là, ça peut devenir un chantier qui peut durer facilement 1 an ou plus, de cartographier les données et commencer à travailler sur un référentiel commun, cohérent et utilisable par la suite. Ensuite, deuxième vaste sujet, c'est la conformité réglementaire. Et là, il est primordial, dès le départ du lancement du grand projet data, de s'entourer des experts réglementaires, de les mettre à bord, de les intégrer pour qu'ils ne viennent pas ensuite, au bout de 6 mois, vous rappeler à l'ordre en disant « Ah non, vous avez oublié telle et telle chose, il va falloir recommencer ». L'idée, c'est vraiment de les onboarder dès le départ et de co-construire ensemble quelque chose qui tienne la route et qui soit solide d'un point de vue réglementaire et évidemment d'un point de vue de la sécurité des données. Donc, le lancement ne peut être réussi que si et seulement si il est pluridisciplinaire. Si vous embordez et le business et les garde-fous de type legal, privacy, compliance, plus les experts sécurité de données, là, vous vous donnez déjà de meilleures chances d'avancer plus sereinement dans l'avenir et peut-être même de gagner du temps in fine dans votre exécution. Ensuite, la construction du socle. Ce socle-là, c'est certes la technologie, mais c'est surtout les gens. Parce que c'est nous qui rendons une boîte vivante, c'est nous qui créons de la valeur, c'est les gens, c'est la façon de travailler, c'est la culture d'entreprise qui, dans les questions, il y avait aussi des éléments relatifs à la culture d'entreprise, comment valoriser la data et compagnie. Eh bien, c'est des séminaires d'acculturation qu'il est nécessaire de lancer, un programme de upskilling, donc de monter en compétence des collaborateurs et ce, à tous les échelons. Donc là, c'est plutôt former les managers pour qu'ils puissent former leurs équipes, mais c'est vital de former l'ensemble des maillons forts, en quelque sorte, d'une organisation. Il ne faut pas que ce soit uniquement le board et le COMEX qui soient sensibles au projet de data, mais il faut que tous les leaders, des directeurs d'entités jusqu'au product owner qui soient sensibilisés. Et ça, il n'y a rien d'autre à faire que de favoriser l'accès au e-learning ou même organiser des petits séminaires et des workshops sympas qui puissent être suffisamment didactiques et ludiques et pratiques concrets pour qu'ils puissent en sortir avec une espèce de boîte à outils plus que des notes qu'ils vont mettre quelque part sur leur table et oublier à tout jamais. Voilà, la gouvernance, on l'avait déjà mentionné, donc un ensemble de règles et de processus qui régissent l'usage de la data avec des rôles très clairs, avec des copiles dédiées, avec
donc des comités de pilotage ou des comités stratégiques dédiés qui s'assurent que lorsqu'il y a des nouveaux projets lancés, la data, les réflexions autour de la data sont bien prises en compte, que dans les projets lancés, l'usage de la data se fait d'une façon suffisamment efficace. Et si jamais il y a des blocages, on les met sur la table et on les résout ensemble, sans attendre que le problème se résout un peu de lui-même ou on verra plus tard. L'idée, c'est vraiment de responsabiliser à travers ce système de gouvernance l'ensemble des collaborateurs et des interlocuteurs sur le bon usage de la data, la collecte de la data d'une façon suffisamment qualitative, voilà, pour qu'elle puisse nous aider à tous au sein de la boîte. Et ensuite, une fois que ces chantiers plus organisationnels sont à peu près calés et mis en place, l'idée, c'est vraiment d'aller en direction de MVP simples qui sont relativement faciles à faire, qu'on pourra piloter et animer d'une façon agile, un peu plus conforme aux méthodes de travail de start-up que Savinien, tu connais par cœur, mais non, on ne connaît jamais par cœur. Mais pour ceux qui sont dans les grands groupes, c'est un vrai changement culturel et un bouleversement que de travailler tous ensemble en équipe pluridisciplinaire et non plus tellement en silo avec juste son petit périmètre de responsabilité, avec ce monitoring plus régulier et plus vif, en mode sprint review, et voilà, une avancée très traçable en quelque sorte, très orientée petits pas. Voilà, et une fois qu'on a bien rodé un ou deux POC, l'idée c'est de scaler et d'accélérer le déploiement de ces cas d'usage à travers les factories, entre guillemets. Donc c'est des entités annexes qui sont soit rattachées à la DSI, soit pas rattachées à la DSI en fonction de l'historique de la boîte et en fonction du niveau de proactivité en quelque sorte ou de toxicité de la DSI, parce qu'on se le dise, c'est pas toujours facile de travailler avec les DSI. Voilà, donc une solution intermédiaire peut être de lancer en parallèle une data factory qui collabore d'une façon étroite avec la DSI qui fait figure de fournisseur de données et de fournisseur de quelques éléments de sécurité et on déploie. Et là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de vous montrer un des frameworks de scaling, de cas d'usage qui a super bien fonctionné chez Engie. Ça a été un projet développé par Accenture, il me semble. Donc là, pour le passage à l'échelle, il s'agit d'une façon très structurée de collecter sur la base annuelle assez fluide une backlog de cas d'usage qu'on a envie de développer et de cruncher, d'organiser des instances de screening, donc d'évaluation de ces cas d'usage en fonction des critères prédéfinis, clairs, intelligibles et surtout tangibles, mesurables. Ça peut être impact business, investissement nécessaire, voilà, avec plein de métriques intermédiaires qui sont plus ou moins, qui doivent être définies en fonction de votre contexte de boîte interne. Ensuite, une fois qu'on passe la phase du screening, on identifie les cas d'usage prioritaires qui paraissent à plus fort impact, les plus facilement déployables parce qu'on a la capacité interne de le faire, parce qu'ils sont scalables, parce qu'ils ne nécessitent pas un investissement long et probablement parce que d'un point de vue réglementaire, c'est pas une mer à boire, quoi. Donc, on passe dans le prototypage. Généralement, c'est des cycles courts
de 6, 12 semaines pour faire un POC qui tient la route. On fait un pilote soit dans une focus group avec des feedbacks plus qualitatifs, soit si on a la possibilité d'avoir déjà une communauté de bêta-testeurs, on lance la bête dans l'univers du test et en fonction des résultats de cette phase de pilote, on collecte tous les insights, on améliore le produit et on le scale sur d'autres business units, sur d'autres régions, sur d'autres produits même ou marques. Ou alors, si c'est un fail, sans rancœur, on le met dans le placard parce qu'on n'aura pas non plus dépensé 3 ans de développement et un budget colossal. Voilà. Et il y a plein de très belles choses encore à faire en matière de la data. Formez-vous, lisez des études de cas, faites des petites formations. Et c'est super aussi d'avoir des moments d'échange entre nous, les aventuriers du sujet, parce que c'est encore assez nouveau et c'est important de se partager les infos. Merci. Merci. Savinien, tu voulais rajouter des choses ou... Non, mais déjà, je trouvais ça vraiment sympa d'avoir l'overview un peu côté grand groupe, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que nous, de notre côté, on coupe 400 étapes par rapport au process grand groupe. Donc, c'est super intéressant de savoir ça. Effectivement, je pense que ce qui est compliqué dans un grand groupe, c'est s'adresser aux bonnes personnes pour récupérer les bonnes données. Je pense que ça doit être un enjeu qui est fort. Nous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple de notre côté. Parce qu'on se pose pas cette question, la donnée, on sait où elle est, on sait comment y accéder, et c'est surtout la problématique, nous, c'est comment le faire, quoi. C'est plus ça. C'est axé sur le comment plutôt que sur le où on va aller chercher la donnée, quoi. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Il y a eu plein de réactions dans le chat, il y a eu plein de questions. En plus, on dépasse un petit peu l'horaire qui était prévu. Alors, c'est pas très grave, mais on va commencer, je pense, directement à répondre aux questions pour pas trop perdre de temps. Je sais pas si vous avez eu le temps de les parcourir, Catherine, Savinien, pendant que l'un et l'autre parlaient, s'il y en avait qui vous paraissaient particulièrement pertinentes, sur lesquelles vous voulez vous exprimer. Moi, alors, j'ai partiellement répondu avant la question de Claire Pratt, qui est quels outils de gestion de la data utilisez-vous? Alors, je disais, on utilise Data Studio au départ. On utilise toujours Data Studio parce qu'en fait, c'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas vraiment besoin de formation. Une personne qui s'y met en 1 heure, elle est autonome dessus. La vraie question à l'utilisation de Data Studio, mais ce sera le cas pour n'importe quel outil, c'est comment accéder à la source de données, ou est-ce que la source de données derrière que l'on branche est structurée ou pas. C'est surtout ça le problème. Ensuite, en termes d'utilisation, c'est super simple, on peut faire des choses très sympas. C'est assez scalable, donc c'est pas mal. Ensuite, nous, on a quand même décidé, en plus du Data Studio, de partir sur la solution Tableau, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas la Data Warehouse, avec Tableau, en fait, on peut directement brancher des API dessus, donc on peut déjà commencer à avoir plusieurs sources de données mélangées de différents formats, etc. Et donc, en fait, ça ne nous bloque pas actuellement pour pouvoir sortir des dashboards en fait beaucoup plus poussés que ce que l'on pourrait faire avec Data Studio. Mais en fait, à terme, je pense que la question de Tableau, on la remettra sur la table. Est-ce qu'on aura besoin de Tableau ou pas, ou est-ce qu'on prendra autre chose une fois qu'on aura la Data Warehouse? Ça, c'est une question qui ne se pose pas pour l'instant, mais qui se reposera un peu plus tard. Il y a Christophe qui demande, tu parles de Data Studio de Google. Hein. Ouais. Et effectivement, c'est Google Data Studio, effectivement. Alors, parmi les questions alors ça, c'était la question de Claire qui avait particulièrement plus de votes que les autres. Je vois qu'il y avait Natacha aussi sur la première. Je ne sais pas si vous y aviez répondu. Comment passer de la data à l'insight et de là à la stratégie. Beaucoup de personnes passent à la data, la transformation à l'insight ne se fait pas. Avez-vous eu affaire à ce problème? Et si oui, comment l'avez-vous résolu?
Si tu veux répondre, Katrina, sinon je peux y répondre à celle-là Oui, aussi. je t'en prie, je compléterai éventuellement. Ok, ça marche. La data insight. Alors en fait, moi je prends le problème à l'envers. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup d'utilisateurs qui nous laissent des insights, on a beaucoup de feedback, etc. Et donc nous, finalement, on va analyser tout ça pour derrière déterminer quelles sont un peu les tendances voulues par nos utilisateurs. Derrière, une fois qu'on va avoir ça, on va faire de la user research dessus pour pouvoir bien définir des solutions à ces problèmes-là, bien creuser les problèmes déjà initialement, définir des solutions et voir en fait si le fait de développer ces fonctionnalités, ça aiderait dans la stratégie d'entreprise. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va coupler ça parce que si on décide de développer la fonctionnalité qui est issue des insights, ça veut dire qu'on va la prioriser et ça veut dire qu'on fait de la stratégie à ce moment-là. Et donc, je pense que le plus compliqué à ce moment-là, c'est vérifier si ce que l'on souhaite développer entre bien dans le cadre de la vision que l'on a de l'entreprise. Parce qu'on peut très bien sortir plein de fonctionnalités qui sont hors vision stratégique de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on va un peu droit dans le mur. Et je pense que la stratégie, du coup, elle rentre en compte à ce moment-là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Katrina? C'était très clair. Hein. Okay. Ça a l'air clair. C'est vraiment une question de data, pourquoi faire en fait. Quel cas d'usage vous construisez et auquel objectif très précis est-ce qu'il répond? Alors, attends. Parmi les questions, si je me réfère au nombre de votes, il y en a une d'Emilien aussi. Ouais. Comment faire pour évangéliser la user research lorsque la culture est axée sur des croyances internes et que la user research est considérée comme une perte de temps? Je veux bien y répondre aussi si tu veux, Catherine. Parce que, alors clairement, moi, ça a été un sujet. Ça, pour le coup, en arrivant chez Partout, déjà, on faisait pas du tout de user research. Et en fait, on se basait sur nos propres hypothèses et nos propres croyances parce qu'on développait notre application. Et donc, on se disait que l'usage qui est fait de notre application, c'est l'usage que l'on avait imaginé. En fait, à partir du moment où on arrive à trouver un contre-exemple, c'est facile en fait de commencer à dire que la user research, en fait, elle peut aider dans ce sens-là. Et donc finalement, à chaque fois que l'on avait des hypothèses, on essayait à côté de faire un peu de user research pour valider ou pas ces hypothèses. Et quand on commence à avoir des contre-hypothèses, en fait, c'est là où ça devient intéressant parce que on va développer des choses qui ne sont pas celles que l'on avait imaginées au départ. Et donc, en fait, on arrive à prouver que la user research joue un rôle important, qu'il ne faut pas la négliger et que ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est un investissement pour prendre de meilleures décisions. Tu n'as pas eu de problème de user research de ton côté grand groupe, c'est plus simple? Est-ce qu'ils sont plus habitués à faire ce genre d'efforts? Oui, c'est généralement assez systématique. En tout cas, j'ai eu la chance de travailler sur des projets où ça a été systématique. Chez Janssen, par exemple, dans le labo pharmaceutique au sein duquel je fais la mission actuelle, c'est vraiment le standard de passer par la user research avant de poursuivre le développement du prototype pour des raisons réglementaires principalement, mais quand même. Et puis, sur un projet pour Accenture aussi, ou même pour le groupe Vinci, où je travaillais dans la Digital Factory, ça fait quand même partie des réflexes. Ensuite, la vraie question derrière, c'est quels sont les budgets alloués, parce que ça peut monter très, très vite. Et l'idée, c'est d'essayer d'être suffisamment astucieux et de faire peut-être un tout petit focus group. Ça peut être juste même 12 personnes ou 10 personnes, mais dont les profils sont suffisamment bien pensés en amont pour pas dépenser 200 000 € dans votre recherche et avoir quand même des insights suffisamment qualitatifs et pertinents pour vous. Voilà, donc bien choisir votre audience cible et aussi venir avec un prototype bien pensé et avec des questionnaires déjà bien structurés. Donc faire une bonne partie du boulot en amont vous permettra de passer d'un budget de 100 000 à 30 ou moins. Ok. Si on passe à une autre question, alors je me réfère toujours au vote parce que je ne les connais pas toutes par cœur. On en a une avec un 3, je crois, de la part de Déborah. Est-ce que tu l'as sous les yeux, Savien?
Ouais, je l'ai sous les yeux. J'étais sur les questions. Mettre des KPI sur toute itération sur votre projet, c'est pas trop contraignant dans le sens où cela peut vraiment ralentir l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Alors, je te dirais que non, Déborah, c'est pas trop contraignant. En fait, c'est plus, je sais pas comment dire ça, mais plus quelque chose à prendre en compte à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on définit vraiment des KPI sur tout. On a des OKR d'entreprise, donc que l'on définit par trimestre, que l'on essaie de suivre. Ensuite, ces OKR, on va les décliner en OKR d'équipe. Donc, chaque équipe va avoir ses propres OKR. Ensuite, chaque personne de l'équipe va avoir ses propres OKR et tout ça par trimestre. Ensuite, chaque élément de la roadmap va avoir ses propres KPI, ses propres OKR en quelque sorte à suivre. Et en fait, si on commence par ça en se disant que les fonctionnalités que l'on a dans notre roadmap valident leurs OKR. Dans ce cas-là, si les personnes d'une équipe valident leurs OKR, on va valider les OKR d'une équipe. Et si toutes les équipes valident leurs OKR, on va valider les OKR de l'entreprise. Il faut voir ça comme ça. C'est plus des objectifs à atteindre. Ça prend du temps à mettre en place, c'est pas contraignant à maintenir parce qu'en fait c'est plus une habitude à apprendre et à faire chaque quarter. Et en fait, ça ralentit pas l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Au contraire, en fait, ça nous aide surtout à itérer sur des fonctionnalités existantes là où on n'aurait pas pris l'habitude de le faire dans le passé, où on aurait juste fait la course aux nouvelles fonctionnalités et on aurait du coup dégradé l'expérience utilisateur. Oui, je voudrais rajouter aussi sur le sujet des KPIs. Si jamais il s'agit d'un portefeuille de projet, là, c'est même vital de définir une sorte de framework cohérent qui vous permettra de comparer en quelque sorte les pommes avec les pommes et les poires avec les poires et d'avoir une visibilité vraiment transverse sur l'ensemble de vos projets. Et justement, la granularité de ces KPIs est assez importante parce que plus vous êtes détaillé dans vos mesures, plus vous serez apte d'identifier le souci bloquant ou la super-performance vite. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller... Enfin, vous pourriez peut-être faire une recherche. C'est un framework qui est assez chouette. C'est des leading et lagging KPI. Donc, quels sont les... qui sont alignés sur les objectifs finaux. Donc, on va de l'engagement et du reach jusqu'au impact business in fine. Et l'idée, c'est de monitorer tout au long de ce cheminement les événements et les éléments marquants de votre produit. Ça vous donnera vraiment beaucoup de marge de manœuvre en termes de management de produits à court et à moyen terme. Voilà, je vote oui. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Là, on commence à avoir plein de questions avec un peu le même niveau de notes. Donc, j'ai un peu envie de vous laisser peut-être naviguer et voir lesquelles vous intéressent le plus. Moi, il y en a une peut-être qui particulièrement, et je pense que ça a touché tout le monde ces dernières années, qui parle de la RGPD de la part de Laura, qui dit quel impact a eu le RGPD pour le traitement de la data. Je serais assez curieux, même si j'ai déjà une idée, de voir un petit peu quelle est la différence entre de la gestion de la partie RGPD pour une startup et pour les grands groupes, même si j'ose imaginer déjà comment ça peut se passer, mais je serais curieux de vous entendre en parler un petit peu. Tu veux commencer, Katrina, ou tu veux que je commence? Je peux peut-être dire ça en trois phrases, grand max, parce que je n'ai pas énormément de choses à dire sur ce sujet. À titre personnel, je n'ai pas tellement vu l'impact bouleversant de cette réglementation-là. En revanche, ce que j'observe, c'est que les legal... des personnes du département légal et réglementaire et privacy, ils sont systématiquement invités dans tous les cadrages de projets d'une façon récurrente et régulière. Donc, ils deviennent de vrais stakeholders de projets et des garants de viabilité de produits versus dans le monde ancien des garde-fous qu'on consulte une fois de temps en temps pour avoir le go-no-go. Là, ça, c'est le seul véritable bouleversement que j'observe. Ouais, parce que moi, j'avais un petit peu
cette question m'avait parlé parce que je me souviens, alors moi j'étais dans un entre-deux, j'ai fait au moment où le RGPD est devenu obligatoire, j'étais en PME et je me souviens que ça avait mis le bazar quand même pas mal et ça m'avait donc apparemment dans les grands groupes déjà c'est parce que les règles étaient déjà respectées avant peut-être la mise en place de ces lois-là. Bah, c'est vrai que dans les grands groupes, si jamais il y a déjà un département réglementaire, qui sont à peu près dans les cordes, et surtout dans les groupes réglementés où j'ai pu bosser, comme la banque assurance ou la santé, bah, c'est un peu des chefs de file en termes de réglementation. C'est tellement contraignant pour eux que ça fait partie de leur core business, en quelque sorte. Et toi, Savinien, du coup, est-ce que tu as des choses à nous raconter par rapport à ce sujet? Ouais, clairement. Ouais. En fait, moi, je pense que ce qui a été le plus difficile au départ, c'est de comprendre en fait quel était le cadre de la RGPD avant que ce soit appliqué, que ce soit obligatoire. C'était bien comprendre en fait à quel point on allait devoir changer la structuration de nos données, changer les données, en supprimer, en archiver, etc. Enfin, pour nous, rien n'était clair. Et donc, en fait, on a commencé petit pas par petit pas, faire des itérations sur ajouter la fonctionnalité pour modifier certaines informations, pour pouvoir les supprimer de notre application, faire en sorte d'avoir des process aussi pour facilement pouvoir supprimer des données d'établissement sensibles de notre app si c'est demandé par des utilisateurs ou s'il y a des données d'utilisateurs qui sont dans le nom du business. Enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais on a mis en place tout un nombre de process qui nous permettent de mieux gérer la partie RGPD. Ensuite, ce qui nous a aidé, c'est qu'en fait, nous, on répond à des appels d'offres. Et il y a des appels d'offres où le fait d'avoir une gestion de la RGPD est obligatoire pour pouvoir les gagner. Et donc, en fait, ça nous a permis aussi de notre côté, enfin, je veux dire d'un côté, d'accélérer sur cette partie-là et de se mettre dans le cadre légal pour pouvoir continuer à faire du business. Donc, maintenant, on l'est, tout est bien là-dessus. Je pense que le gros enjeu que l'on va avoir, c'est on est en train de construire une data warehouse et donc, en fait, il va falloir aussi, dans la gestion de toutes les données que l'on va déverser dedans, avoir cette partie RGPD sur comment est-ce qu'on gère cet aspect-là avec toutes les données que l'on va transvaser dedans. Parce qu'on peut très bien un jour déverser les données de notre application. Le lendemain, l'utilisateur doit supprimer ces données dans notre app. Il faut aussi que ces données soient supprimées de la data warehouse. Et donc, en fait, toutes ces clés de gestion, on va dire, en fait, il va falloir qu'on les anticipe pour pas avoir à passer des mois un peu plus tard à faire marche arrière dessus, quoi. Ok. Bon, je ne sais pas si vous avez encore des petites choses à nous raconter par rapport aux questions que vous avez vues passer. Est-ce qu'il y en avait sur lesquelles vous vouliez échanger en particulier ou alors on va certainement pas tarder à conclure? Moi, j'ai pas vraiment d'autres questions. Je pense que les autres, on les a répondu. Moi, j'avais juste une sur. C'est souvent au fur et à mesure des webinaires, c'est souvent une question qui est posée. C'est ressources, formation. Est-ce que vous avez des choses à proposer pour aller plus loin, pour je sais pas, c'est une manière d'aller de l'information comme on a eu là vers une formation peut-être un petit peu plus détaillée. Alors, moi, j'ai pas vraiment de formation. En revanche, du coup, avec Grégory de Crème de la Crème, on a monté un projet pendant le confinement l'année dernière qui permet du coup à des entrepreneurs de s'exprimer et de partager des articles très opérationnels. Et je sais qu'on a quelques articles sur la data sur la plateforme. Donc, je vais peut-être vous laisser le lien dans le chat si vous voulez aller y jeter un œil. Ça peut peut-être vous intéresser. C'est dans les grandes lignes, mais il y a quand même des choses très opérationnelles et activables rapidement dessus. Ok, c'est une très bonne idée. Tu peux laisser le lien dans le chat et on passe un bonjour à Grégory, évidemment. Évidemment. Catherine, toi, tu as des endroits où tu vas chercher des informations quand tu en as besoin, quand tu as envie d'en savoir un peu plus J'aime bien faire de la veille sur les publications des grands cabinets, des McKinsey, BCG et Accenture principalement. Ils font parfois des podcasts super intéressants, parfois c'est vraiment des articles
prospectif très bien structuré, compréhensible et relativement actionnable dans le type de mission que je fais. Donc ça, c'est jamais une perte de temps. C'est parfois un peu de charabia, mais au final, vous allez vite monter en compétences. J'aime bien aussi de temps en temps les formations rapides sur Udemy ou sur Open Classrooms. Donc voilà, un peu omnivore. Je peux tout écouter en faisant mes exercices de yoga ou de pilates. Et sur des choses un peu plus structurelles et formelles, je recommande hautement les formations proposées par Octo Academy. Ils sont très très bons. Donc c'est un certain budget, ça nécessite un investissement en temps, parce que c'est parfois sur plusieurs journées, mais vous en sortirez calé. Vraiment. Donc Octo Academy, je recommande chaudement. Ok. Il y avait Olivier qui avait une dernière interrogation. Enfin, il aurait aimé avoir notre avis sur l'utilisation de la data vise. Et du coup, bah, moi, pour te répondre, Olivier, c'est qu'en gros, c'est un peu notre quotidien. Nous, on a du coup les data analysts qui, eux, s'occupent de créer des dashboards. Nous, notre objectif, bah, du coup, c'est de visualiser les données dessus pour prendre des bonnes décisions. Je te dirais que à chaque fois que je dois prendre une décision, je vais peut-être regarder 1 ou 2 dashboards. Ça a une importance, enfin, c'est fondamental pour moi. Je peux pas arriver expliquer j'ai pris telle décision sans arriver armé. Et pour arriver armé, ben, je regarde des dashboards. Donc la data vise, elle joue un rôle essentiel en tout cas chez nous. Et je suis pas le seul à faire ça. Enfin, c'est un peu pour tout le monde. Oui, parce que c'est la concrétisation en fait, de la donnée. Si vous regardez votre donnée dans un tableur, Ouais. à moins d'être un espèce de super geek, c'est difficile d'en tirer des insights. Donc, oui. En plus, avec la data vise, il y a des trucs qui sont super bien maintenant. Là, je reprends un exemple qu'on peut faire avec Tableau, mais on peut le faire avec plein d'autres outils. C'est qu'on peut mettre des seuils d'alerte. Par exemple, si on se dit que, en fait, on a l'usage de notre application qui doit atteindre un certain seuil, à partir du jour où le seuil est atteint, on peut recevoir une alerte par mail, par SMS, etc. Tous ces triggers, en fait, ils sont super importants parce que pour nous aussi, ça nous fait des rappels pour pouvoir mieux communiquer derrière. Et en plus, les licences ne sont pas extrêmement chères pour des petites équipes. C'est tout à fait accessible et la montée en compétences n'est pas complexe. C'est vraiment fait pour être simple. Donc, jouer avec, expérimenter. Même avec des petits volumes de data, vous pouvez quand même faire des choses intéressantes. Ok, et ben écoutez, sur ce et sur les bruits d'oiseaux qui sont du côté de chez Katrina, il y a peut-être encore une question, si vous avez encore 3 minutes. Dis-moi. Que je viens de voir, la question de Younes. Est-ce qu'il existe une approche data-driven systématique pour la gestion des données qualitatives, comme les bonnes pratiques savoir? Et là, en fait, on rentre big time dans le champ d'action et dans des applications de classification de texte et de NLP et d'intelligence artificielle. Oui, il y a plein de modèles qui vous permettent de sortir la substance de vos corpus de texte non structurés et donc qualitatifs. Ça peut être vous savez, dans les agences bancaires, par exemple. C'est un use case sur lequel on avait travaillé chez un client. Il y a toujours une petite case dans leur CRM ultra complexe de commentaires qui sont laissés par les chargés de projet pour assurer le suivi de clients. Eh bien, il y a des modèles, c'est souvent une combinaison de modèles qui permettent de sortir une sorte de synthèse de ces notes-là et de mettre en place ensuite des règles de gestion qui, en fonction d'une certaine combinaison de mots, de dates, de chiffres, peuvent envoyer des alertes automatiques aux chargés de clientèle, qui peuvent aussi réorienter ces clients-là vers d'autres interlocuteurs internes. Il y a plein de choses à faire, mais c'est vraiment de l'IA et des règles de gestion, des business cases à construire. Et c'est fascinant, il y a plein de choses à faire.